Bonjour, bienvenue sur Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, qu'est-il arrivé à Sciences Po? La célèbre école est depuis quelques années dans la tourmente, cumulant scandale et polémique. Caroline Beyer, grand reporter au Figaro, suit les questions d'éducation. Elle a mené l'enquête, elle sera dans un instant avec nous. Emmanuel Macron a démarré une tournée en Asie du Sud-Est au programme des visites d'État au Vietnam, en Indonésie et à Singapour. Quels sont les enjeux de ces visites? Quels sont les liens de la France dans cette région où les Américains et les Chinois rivalisent d'ambition? Et c'est cet après-midi que les députés votent la fameuse loi sur la fin de vie sans grande surprise. Le texte devrait être adopté par les parlementaires, une proposition de loi de l'aide à mourir qui soulève toujours des questions éthiques et philosophiques. Bruno Dalla Porta, médecin et docteur en éthique, lui s'inquiète des conséquences de ce texte de loi. Vous avez le programme, Point de Vue, c'est parti. Bonjour Caroline Beyer. Bonjour. Vous êtes grand reporter au service société du Figaro, où vous suiviez depuis plusieurs années les questions d'éducation, et vous avez enquêté sur l'école Sciences Po. Le livre, c'est La chute de la maison Sciences Po. Est-ce que déjà dans un petit préambule, vous pouvez nous rappeler cette école qui est considérée comme l'élite de la fabrication même des élites. La fabrique des élites. La fabrique des élites. En quelques mots, elle existe depuis combien de temps? Il y a combien d'élèves? Et pourquoi ce terme de fabrique des élites? Alors, Sciences Po existe depuis 150 ans. Elle a été créée à la fin du 19e siècle, peu avant la Troisième République. Donc, elle est très associée à cette idée à la République française. Elle a beaucoup changé en évidemment 150 ans. Elle a été très marquée par la période de Richard Descoings, qui l'a beaucoup réformée. On va y revenir. Voilà. Mais donc, c'est une école née de la Troisième République avec des valeurs qui sont lesquelles? Tout ce qui est associé un peu à cette Troisième République, c'est-à-dire la méritocratie, l'idée de concours pour sélectionner les étudiants, la laïcité aussi. Le pluralisme. Le débat intellectuel, voilà. Posons ça parce que ça fait partie des valeurs de l'école. Et effectivement, je le disais dans le sommaire, il y a eu des polémiques, des scandales qui ont bousculé l'identité de cette école. Fabrique des élites parce que tous ceux qui sortent de Sciences Po, pas tous ceux qui sortent de Sciences Po, mais beaucoup de ceux qui sortent de Sciences Po accèdent à des postes clés, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que d'abord, c'est le passage un peu obligé pour accéder à l'ENA. Aujourd'hui, la majorité des futurs énarques passent par Sciences Po, donc c'est la haute fonction publique, mais pas seulement. C'est aussi des futurs patrons, banquiers d'affaires, avocats, etc. Donc dans beaucoup de postes de domaines très variés. Et de domaines très et évidemment, variés. Comme vous l'avez rappelé, la politique, on a 5 présidents de la République qui sont passés par Sciences Po avant de faire l'ENA. Voilà, tout ça ça montre à quel point Sciences Po est importante aussi dans le débat public via notamment ses anciens élèves. Alors effectivement, depuis quelques années, les polémiques se succèdent. Le 12 mars 2024, c'est peut-être même l'apothéose, le climax des polémiques. Qu'est-ce qui se passe le 12 mars 2024 à Sciences Po, Caroline Beyer? Alors le 12 mars 2024, on a l'amphi Boutmi, donc qui porte le nom du fondateur de l'école, qui est rebaptisé Amphi Gaza. Et là, on a quelques dizaines d'étudiants militants du Comité Palestine, qui est un comité anonyme, officieux, qui investissent cet amphi Boutmi et qui porte des kéfiers. On voit des drapeaux palestiniens sur les murs, des slogans pro-Gaza et qui organisent des conférences, notamment sur la judéité et l'antisionisme. Et puis on a cette phrase qui est rapportée par l'Union des étudiants juifs de France de Sciences Po, qui est « Ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste ». Et tout ça tourne en boucle, toutes ces images, et puis les polémiques autour de cette phrase sur les réseaux sociaux, et là, ça s'enflamme. Et là, c'est la stupeur, puisque vous avez rappelé effectivement les valeurs portées par cette école. Les faits se passent, vous le rappelez, dans l'amphi du fondateur. Qu'est-ce qui s'est passé, Caroline Beyer, pour qu'on en arrive là, dans ce lieu, dans cette école qui est censée être ouverte au pluralisme, au débat d'idées?
Eh bien, écoutez, en fait, il y a plusieurs crises qui sont successives et puis à la fois, il y a plusieurs dimensions. Déjà, on a une grosse crise de gouvernance, des crises de gouvernance répétées. Il se trouve qu'au moment de l'Amphi-Gaza, le directeur de l'époque, Mathias Vichra, démissionne. Donc, il laisse l'école sans tête. Et puis, on a une montée de l'extrême gauche radicale chez les étudiants, chez les enseignants-chercheurs aussi, qui adoptent ce nouveau mode d'action qui va un peu contre les partis traditionnels, les syndicats traditionnels, et donc que ce comité Palestine représente finalement, puisqu'ils sont masqués, anonymes, et ils mènent des actions coup de poing. C'est un changement de sociologie des élèves, vous diriez, du corps enseignant qui mène à ça? Alors, sociologie des élèves, elle a évolué, puisqu'on sait, Sciences Po s'est ouverte socialement. Depuis Richard Descoings, on a la discrimination positive qui a été mise en place. Pour autant, ça reste une école dont l'essentiel, 70% des élèves viennent des catégories sociales favorisées. Alors c'est vrai que le recrutement a changé, on recrute moins à Paris, dans les grands lycées parisiens publics et privés. Il y a plus que 22% des étudiants qui viennent de l'Île-de-France. Donc oui, il y a un changement sociologique, mais qui n'est pas non plus fondamental. Ça reste quand même essentiellement des gens qui viennent de la bourgeoisie. Et quels sont les critères justement pour postuler, pour rentrer dans cette école aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué, puisqu'il y a eu une suppression du concours d'entrée, donc qui a fait aussi beaucoup polémique. Donc depuis 2021, il n'y a plus d'épreuves écrites, on recrute sur dossier. On laisse visiblement une grande place à l'engagement associatif, militant. Donc plutôt à des, comment dirais-je, pas des valeurs, mais des mérites subjectifs, c'est ça ? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par mérite, puisque on a, nous, dans l'idée, le mérite républicain tel qu'il a été instauré en France. Après, il y a une redéfinition du mérite qui, justement, dirait qu'on ne prend pas simplement en compte l'excellence, mais aussi le niveau socio-économique des parents, l'environnement, le capital culturel, les activités extrascolaires. Et tout ça, en fait... l'idée de mérite se dilue finalement. Et d'ailleurs, à Sciences Po, on en est arrivé à faire le constat, y compris de l'école, que la sélection était devenue opaque et que les critères finalement n'étaient pas suffisamment transparents et manquaient d'objectivité. Donc on est revenu pour cette année on va en fait se fixer sur quelque chose qui est un peu un impondérable, qui est la note obtenue au bac de français, qui comptera pour 60%, là où il comptait auparavant pour 7 à 8%. Alors vous avez évoqué le nom de Richard Descoings. Est-ce qu'il faut justement remonter à l'époque Richard Descoings, et vous allez nous expliquer qui il était et qu'est-ce qu'il a mis en place, pour trouver un peu les racines de ce qui se passe actuellement à Sciences Po? Oui, alors Richard Descoings, il a dirigé Sciences Po de 1996 à 2012. Il l'a beaucoup réformé. Il l'a internationalisé, fait grossir, ouverte socialement. Aujourd'hui, on a 15 000 étudiants, la moitié d'étrangers, on a 30% de boursiers. Donc tout ça, c'est l'œuvre de Richard Descoings. Et puis Richard Descoings, c'est aussi un personnage emblématique. C'est presque un personnage de roman. Et on a l'impression aujourd'hui, après sa mort brutale, je rappelle qu'il a été retrouvé mort dans la chambre d'un hôtel new-yorkais, on a l'impression que l'école est toujours un peu dans le deuil de ce directeur, n'arrive pas à se remettre, et que les crises de gouvernance successives sont un peu dans cette lignée. Mais vous diriez que ce qui se passe à Sciences Po, sont les polémiques, c'est dû aux prises de décision qu'il a faites, qu'il a mis en place, c'est ça ? Et lesquels, par exemple? C'est difficile à dire parce que les choses se mêlent, mais effectivement, quand il ouvre l'école, quand il met en place la discrimination positive en 2001, c'est une première marche. Il supprime le concours pour ses élèves. Et puis ensuite, il y a dans l'idée, et d'ailleurs... il avait l'intention de le faire, de mettre fin à toutes ces épreuves qu'on estime socialement discriminantes. Oui. Ensuite, on a l'internationalisation, qu'il a mise en place, pareil, dans les années 2000, qui aujourd'hui fait qu'on a 50% d'étudiants étrangers et que l'école est peut-être un peu dépassée par tout ça. Et parmi ces étudiants étrangers, il y a une majorité d'Américains, c'est ça ?
Il y a une majorité d'Américains, oui. Si on parle de nationalité, ensuite les Européens on parle parfois, et vous allez me dire si c'est juste ou pas, d'un Sciences Po qui serait devenu le temple du wokisme. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exagéré? Et est-ce que c'est l'influence notamment des étudiants américains sur les étudiants français? Alors le wokisme, comme vous l'avez rappelé, c'est une notion un peu délicate. Il y en a, certains disent que ça n'existe pas, que c'est un fantasme de l'extrême droite. Voilà. D'autres font valoir face à ce wokisme les valeurs universalistes. En tout cas, ça décrit une réalité, c'est-à-dire c'est le fait d'appréhender les luttes sous le prisme de discrimination, qu'elles soient de race, de genre, sociale. Alors à Sciences Po, oui, il y a une influence américaine, forcément, puisque tout ça nous vient des États-Unis avec les studies. Mais alors en dire que ce seraient des étudiants américains ou étrangers qui seraient à la manœuvre, c'est faux. D'ailleurs, on l'a vu avec Gaza, c'est essentiellement des Français qui ont été... Aujourd'hui, les élites sont mondialisées et toutes ces idées américaines sont présentes et c'est des étudiants français qui les portent. Votre livre, c'est une enquête. Vous avez rencontré notamment des étudiants. Parmi les témoignages, les gens rencontrés, qu'est-ce qui vous a, vous, Caroline Beyer, particulièrement frappé ? Ce qui m'a particulièrement frappée, c'est déjà la passion autour de cette école. Alors que ça peut alimenter des sentiments positifs ou très négatifs, de déception, notamment chez les anciens qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette école. Donc oui, beaucoup de passion aussi à l'intérieur du corps professoral. Et puis ce que j'ai découvert, enfin ce que je ne mesurais pas en fait, c'est à quel point cette école est variée. Et derrière le diplôme Sciences Po, la marque Sciences Po, quand on dit j'ai fait Sciences Po, il y a en réalité une trentaine de masters. Ça va de la finance au droit humain. Il y a 7 écoles, je rappelle, ça aussi c'est Richard Descoings. Oui, on a l'école des affaires publiques qui est l'école emblématique de Sciences Po, mais on a l'école de journalisme, on a l'école de management, on a l'école des affaires internationales. Donc c'est extrêmement varié. Et quand on parle du wokisme, entre l'étudiant qui a fait un master finance et stratégie et celui qui a fait un master droit humain, on s'y frotte pas de la même manière, je dirais. Est-ce que toutes ces polémiques, ces scandales ont un impact sur les diplômés, sur la valeur justement de ce diplôme de Sciences Po ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une crise de réputation. Elle est réelle, cette crise. Elle est réelle, oui, elle est réelle parce que on a eu des donateurs qui ont arrêté de donner, des grands mécènes. Bon, certains ont repris. On a des alumni, donc des anciens élèves dont on constate que les dons ont chuté. Et puis, il y a... L'école elle-même reconnaît aujourd'hui qu'il y a une crise de réputation. Ça veut dire que désormais, je suis un jeune ou une jeune diplômée de Sciences Po, je postule à des emplois, les employeurs sont désormais méfiants vis-à-vis de ces étudiants-là ? Alors... Je dirais que ça dépend, et puis il faut dissocier de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux où on a pu voir, moi, un diplômé de Sciences Po, je jette son CV à la poubelle directement, de ce qui se passe en réalité. Alors, j'ai eu un avocat d'affaires d'un grand cabinet d'avocats américains qui m'explique que oui, certains se méfient, ils n'ont pas envie de se faire afficher sur les réseaux sociaux pour une raison ou pour une autre. D'autant, il explique qu'ils ont des associés juifs à New York. Et puis, il constate aussi, au-delà de ça, que la formation est moins pointue. Mais il dit qu'il va continuer de recruter des étudiants de Sciences Po en faisant attention. Et puis ensuite, on a des grosses sociétés comme le Boston Consulting Group, qui est un grand cabinet de conseil, qui, depuis des années, a un partenariat avec Sciences Po dans un master. Et pour eux, Gaza, c'est un non-événement. Pour eux, c'est le business. Et ils savent à qui ils ont affaire, ils savent qui sont les étudiants qui vont recruter. Est-ce que le niveau, on parle beaucoup du niveau de Sciences Po, du niveau du diplôme, est-ce que le niveau a baissé ? C'est une question qui est récurrente quand on parle de Sciences Po. Quand on parle de Sciences Po et de toutes les grandes écoles d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, de Polytechnique, de HEC. Et puis c'est vrai qu'on constate, les profs le disent, une baisse de niveau dans l'expression écrite, dans les outils. C'est factuel. Oui, c'est fait. Enfin, en tout cas, oui. Puis même les universités et les écoles mettent en place en fait des remises à niveau pour tout ce qui est expression, etc.
Ensuite, à Sciences Po, il faut recruter les bons étudiants. Donc, se pose à nouveau la question de la sélection. Et puis... Et du recrutement des professeurs aussi, j'imagine. Et du recrutement des professeurs, oui. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que désormais, et c'est souvent une polémique, il y a un reproche fait à Sciences Po, que Sciences Po sélectionne assez peu désormais les élèves des établissements privés, notamment parisiens. C'est le cas, ça ? Oui, ça a été, enfin, le nombre d'élèves venant de Henri IV, Louis le Grand, et puis pour le privé, Stanislas et Franklin, un établissement jésuite du XVIe, ils ont constaté depuis la suppression du concours qu'il y avait moins d'étudiants de chez eux qui étaient pris. C'est un peu logique parce que Sciences Po est rentré sur la plateforme Parcoursup, ça lui a donné beaucoup de visibilité, on a eu beaucoup plus de candidats, donc mécaniquement plus de gens qui postulent, puis il y a une volonté de diversité sociale. Oui. Toujours est-il que ça a instauré un peu dans ces établissements et dans ces milieux bourgeois l'idée qu'il y avait un malus, alors est-il réel ou pas, à l'élitisme et au privé. Et ce qui est un peu paradoxal et schizophrénique, puisque cette population, c'est quand même, ça reste, cette bourgeoisie, reste le cœur de cible de Sciences Po. Parmi les scandales, il y a eu celui de Olivier, de l'affaire Olivier Duhamel. Olivier Duhamel était à la gouvernance, hein, c'est ça, de Sciences Po. Il a été accusé d'inceste. Ça a eu un impact important, ça aussi, cette histoire sur l'école. Oui, ça a été. Il y a encore des traces de cette histoire. Je pense que oui, il y en a encore, en tout cas, on l'a en tête. Parce qu'Olivier Duhamel, donc, qui était président de la Fondation nationale des sciences politiques, c'est l'un des 2 organes de direction de Sciences Po, était une figure de l'école, un grand constitutionnaliste, un homme d'influence, de réseau, très connu dans le milieu politico-médiatique. Et donc, quand il a quitté, enfin, il a dû démissionner à la suite de l'ouvrage de Camille Kouchner, sa belle-fille, La Familia Grande, c'est un peu le symbole de l'omerta autour des élites, du secret qu'on protège. Et de l'entre-soi, c'est ça ? Et de l'entre-soi. Et ça a été d'autant plus fort que le directeur de l'époque, au fil de multiples rebondissements, il s'est avéré qu'il était au courant. Donc ça a apporté un discrédit sur la gouvernance et sur les futurs directeurs. Alors justement, futur directeur, depuis 2024, Sciences Po a un nouveau directeur, après cette valse des dirigeants de Sciences Po. Qu'est-ce qu'il a annoncé comme réforme ? Quelle est la volonté désormais ? Ce nouveau directeur, il s'appelle Louis Vassy. Oui. Quel est son profil ? Alors, c'est comme ses prédécesseurs, c'est un quarantenaire, énarque, mais alors c'est différent parce qu'il ne vient pas du privé, il vient du Quai d'Orsay. C'est un camarade de promo d'Emmanuel Macron à l'ENA, mais c'est pas un proche. C'est un fils de réfugiés uruguayens, donc il incarne la méritocratie. Et après cette affaire de l'Amphi-Gaza et des mobilisations pro-palestiniennes, il a immédiatement envoyé des signaux en expliquant ce que je disais tout à l'heure, que la procédure de sélection serait revue avec le bac français pris en compte, et puis le retour qu'il a annoncé pour 2026 d'une sélection écrite sur un test, plutôt pas la dissertation. Et puis, il a également envoyé des signaux de retour à l'ordre en procédant à des exclusions temporaires d'étudiants agitateurs. On sait que les élèves prennent pas mal parti et ont leur mot souvent à dire sur le directeur. Cette nomination, globalement, a été plutôt bien accueillie dans cette école Sciences Po ? Pour l'heure ? Alors les étudiants et aussi les enseignants, disons qu'ils sont un peu attendus pour voir à quelle sauce ils allaient être mangés, eux qui sont habitués justement à voir les directeurs défiler. Et puis quand il a montré
des signes en appelant la police, oui. en suspendant des étudiants, en annonçant un retour de l'écrit. Il a été assez rapidement accusé d'autoritarisme par des syndicats d'extrême gauche, mais aussi par certains membres certains enseignants-chercheurs qui ont même signé une pétition, donc ça ne va pas être forcément simple pour lui. Justement, quel est le poids des syndicats d'extrême gauche à Sciences Po? Il est important? Il est important, et ce qui est intéressant, c'est qu'après l'affaire des mobilisations, il y a eu des élections syndicales en septembre et que l'extrême gauche a fortement progressé. C'est un peu une validation de toutes ces actions par les étudiants. Et le syndicat modéré, lui, a perdu une voix. Vous écrivez à un moment dans votre livre où un des anciens élèves dit même en 68, les élèves gaullistes avaient le droit de s'exprimer. Et désormais, le débat est plus que très compliqué à Sciences Po. Hein. Ça, je pense que c'est un reflet de la société et des polarisations qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'il faut rappeler en 68, c'est que les étudiants de Sciences Po n'étaient pas à la pointe de la mobilisation, c'est pas de grands révolutionnaires, et on peut peut-être se demander s'ils font pas leur mai 68 aujourd'hui. Votre livre est absolument passionnant, une enquête passionnante, Caroline Bayard, que je recommande. On voit à l'écran La chute de la maison Sciences Po, la crise des élites françaises. C'est aux éditions du Cerf. Vous revenez sur 20 ans de crise de l'une des écoles les plus prestigieuses de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va partir maintenant direction Tokyo, où nous attend Valérie Niquet. Elle est spécialiste de l'Asie pour la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour Valérie. Bonjour. Emmanuel Macron est depuis dimanche en Asie, au programme 3 visites d'État, le Vietnam, l'Indonésie et Singapour, dans cette région qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous dire qu'est-ce que signifie, quelle est la réalité de ce terme Indo-Pacifique ? D'abord, par comparaison, on a longtemps parlé, et on parle encore d'Asie-Pacifique. Et l'Asie-Pacifique, c'était beaucoup plus tourné vers l'océan Pacifique, donc, et puis vers la relation avec le poids des États-Unis dans la région. Quand on parle d'Indo-Pacifique, on se tourne au contraire vers l'Inde, et ensuite, on va parfois jusqu'aux côtes africaines, et donc, on se recentre dans une dimension qui est beaucoup plus significative pour l'Europe. Et il faut savoir que l'Europe, notamment, fait l'essentiel des transports maritimes dans cette zone entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, et c'est là qu'on est très présent, et surtout la France, puisqu'on a des territoires à la fois dans l'océan Indien, on pense il y a plusieurs territoires dans l'océan Indien, et puis également dans l'océan Pacifique avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un continuum entre ces deux océans qui sont vitaux pour les transports, pour la sécurité du transport maritime, pour notre approvisionnement économique, et qui sont également des enjeux stratégiques très forts, avec l'Asie du Sud-Est où se rend aujourd'hui Emmanuel Macron, au centre, et puis une rivalité entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, qui tentent d'étendre leur influence dans l'ensemble de cet espace très élargi. Le but de ces 3 visites d'État d'Emmanuel Macron, c'est consolider la stratégie indo-pacifique de la France. Quelle est justement cette stratégie indo-pacifique de la France dans cette région du monde ? Alors c'est déjà ancien, depuis 2018, la France et Emmanuel Macron mettent en avant cette idée d'une stratégie indo-pacifique, qui s'appuie à la fois, comme je l'indiquais, sur ces territoires français, donc montrer qu'on ne les oublie pas et qu'ils pèsent et qu'ils sont importants pour la France, et qu'ils permettent également une présence concrète par rapport à d'autres pays européens. La France est la seule à avoir des territoires dans la région, donc des intérêts nationaux directs dans la région, même si c'est limité
qualité, en termes de capacité, ça signifie qu'on est véritablement présent dans la zone, contrairement à d'autres pays européens et contrairement d'ailleurs aussi au Royaume-Uni qui s'intéresse également beaucoup. Et pourquoi est-ce que la France a décidé de s'intéresser à l'Indo-Pacifique au sens large en s'appuyant sur ses atouts? C'est aussi parce que c'est la zone qui connaît la croissance économique la plus importante et c'est encore le cas en dépit du ralentissement de la croissance chinoise. On voit que d'autres pays de la région comme le Vietnam où était Emmanuel Macron connaissent des croissances très importantes, mais également l'Inde. Et puis c'est une région où la coopération militaire est importante et les enjeux stratégiques et de sécurité le sont aussi, et notamment encore une fois avec les pays d'Asie du Sud-Est. On a des contrats en cours avec l'Indonésie, mais on en a aussi avec l'Inde sur les avions notamment. Et puis on se souvient de la fameuse affaire AUKUS qui a barré la route à la vente de sous-marins français à l'Australie, mais les choses se sont depuis un peu améliorées et on voit bien que l'Australie reste un partenaire très important stratégiquement pour la France, qui est aussi le seul pays européen, encore une fois si on oublie le Royaume-Uni, à avoir une capacité de projection militaire dans cette région. Récemment, on a envoyé un groupe aéronaval qui a traversé par exemple la mer de Chine, et donc on a les moyens aussi symboliquement, mais aussi concrètement, de réaffirmer des principes comme notamment la libre circulation sur mer, le refus du recours à la force, de l'usage de la force par exemple pour s'emparer de territoires comme ceux des Philippines de la part de la Chine ou même de Taïwan par exemple. Quelle est la nature du lien de ces pays, donc Vietnam, Indonésie et Singapour, avec la France? Est-ce qu'on peut parler de lien de confiance ou... Alors, avec le Vietnam, les trois, oui, ont des relations très étroites et on a une coopération étroite avec ces trois pays-là. Le Vietnam vient d'affirmer cette relation de confiance puisque la France a été, les relations avec la France ont été élevées au rang de partenariat stratégique de premier rang. Et donc, le Vietnam n'a ce type de relation qu'avec la Russie d'un côté et puis la Chine de l'autre. Donc, c'est un partenariat extrêmement important et ça se comprend pour le Vietnam qui veut absolument conserver plusieurs partenariats justement. Il ne peut pas se passer de la Chine avec laquelle il a des relations économiques extrêmement étroites, mais la Chine en même temps ne partage pas du tout les intérêts du Vietnam en termes territoriaux. Il y a des revendications chinoises territoriales qui sont très présentes et qui pèsent sur le Vietnam. Le Vietnam veut également maintenir des relations très étroites avec la Russie dans une volonté d'équilibre avec la Chine. Là, on est dans une logique très asiatique et on oublie vraiment ce qui se passe en Europe. Et puis la France, ça permet aussi d'ouvrir. Aujourd'hui, les États-Unis, on l'a vu, appliquent des tarifs douaniers très élevés partout, y compris au Vietnam, qui était menacé de tarifs très très élevés. Et donc, essayer de trouver d'autres partenariats, y compris d'échanges économiques avec l'Union européenne, qui est un marché très important, et en utilisant, entre guillemets, la France, qui est un partenaire traditionnel et membre de l'Union européenne, c'est un rôle extrêmement essentiel. Et pour la France, en échange, évidemment, on a des contrats en perspective, la vente classique d'avions, par exemple, et on a le même modèle avec l'Indonésie. Et Singapour est un partenaire important, mais ce sera aussi l'occasion de prononcer ce grand discours au dialogue Shangri-La pour réactualiser la politique Pacifique de la France. Je crois savoir qu'avec le Vietnam, il y a un projet de train grande vitesse, hein, c'est ça, à hauteur de 67 milliards. Hein. C'est un très gros contrat, mais on n'est pas tout seul. Et en Asie, la concurrence est rude, notamment, alors les Chinois sont toujours très présents, mais est-ce que le Vietnam va accepter de se mettre un peu plus dans la main de Pékin? Mais le Japon, par exemple, est également très intéressé, et dans ces dernières années, le Japon a considérablement renforcé ses liens, ce rapprochement stratégique avec le Vietnam, dans une même inquiétude face à la Chine. Donc, qu'est-ce que le Vietnam va choisir? Une puissance lointaine qui peut jouer un
rôle important sur la scène internationale pour soutenir le Vietnam, mais qui est quand même très éloigné, ou une puissance plus proche comme le Japon par exemple, qui symboliserait ainsi son engagement dans la région, y compris en matière de stabilité stratégique. Il y a une histoire commune entre la France et le Vietnam, notamment il y a aussi le sujet de la langue. Est-ce que le sujet de la francophonie est sur la table aussi ? Alors oui, il y a l'histoire évidemment coloniale, mais le Vietnam ne fait pas partie des pays qui souhaitent en permanence revenir sur cette histoire coloniale pour faire oublier les difficultés présentes éventuellement. Et c'est vrai que la France met beaucoup en avant la francophonie, mais je crois que malheureusement en Asie du Sud-Est, comme dans le reste de l'Asie, quels que soient les liens passés, ce qui compte, ce sont les intérêts présents. Et malheureusement, la lingua franca, la langue commune aujourd'hui en Asie, c'est essentiellement l'anglais. Les jeunes vietnamiens apprennent l'anglais, ceux qui se tournent vers l'extérieur apprennent l'anglais. Et la francophonie peut être un atout, mais on ne peut en aucun cas chercher à ne s'appuyer que sur ce passé et sur cette richesse linguistique. Les Vietnamiens et les autres pays de la région attendent autre chose d'une puissance comme la France. Ça n'est pas uniquement la culture qui pourra l'emporter. Ce sera d'abord quoi, le côté manufacturier, hein. On sait qu'au Vietnam a la capacité, une belle capacité au niveau manufacturier de travailler. Ça peut être le cas avec la France, c'est ça ? Les échanges économiques sont extrêmement importants et d'autant plus que le Vietnam est aussi... beaucoup d'entreprises chinoises, par exemple, se sont délocalisées au Vietnam pour ensuite exporter. Donc ça, ce sont... Pour le Vietnam, la France et l'Union européenne sont intéressants en termes de grands marchés d'exportation. Pour nous, évidemment, il y a quand même des perspectives, notamment dans l'aéronautique. On l'a vu aussi en matière de centrales nucléaires, par exemple. Tout ce qui est lié à l'énergie propre, à la transition climatique, la France est assez bien positionnée. Et puis surtout, la France est aussi un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, donc elle pèse encore sur la scène internationale. Et à ce titre-là, les pays qui veulent trouver une sorte de voie étroite entre d'un côté, comme on le dit, une Chine qui est souvent perçue comme très agressive et de l'autre côté des États-Unis qu'on comprend très mal aujourd'hui, eh bien la voie d'une puissance comme la France, y compris au Conseil de sécurité, est importante. Le président sera demain, mercredi, en Indonésie. Qu'est-ce qu'il y a sur la table entre la France et l'Indonésie ? Alors, il y a des contrats en matière militaire. Là aussi, la coopération militaire est importante. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que l'Indonésie est un pays très important. C'est celui qui pèse le plus lourd en termes démographiques au sein des pays d'Asie du Sud-Est. Donc, il y joue un rôle de leader. C'est combien de millions d'habitants, l'Indonésie, Valérie ? Alors, c'est plus de 200 millions d'habitants, si ma mémoire est bonne. Donc, il faudra vérifier. On oublie les chiffres parfois. Et surtout, en termes démographiques, c'est le premier pays musulman dans le monde. Donc, à ces deux titres-là, c'est un pays qui pèse véritablement lourd et et surtout qui joue un rôle important sur la scène régionale au niveau de l'ASEAN pour porter la voix des pays d'Asie du Sud-Est. Donc c'est un partenaire essentiel et on a encore une fois avec l'Indonésie une importante coopération en matière militaire. Effectivement, est-ce que quelles sont les relations entre l'Indonésie et la Chine que dont vous avez parlé tout au long de cette discussion, la Chine qui essaye de peser de tout son poids, si je puis dire, sur ces pays et de les influencer. Alors, l'Indonésie a des relations beaucoup moins tendues avec la Chine que le Vietnam, puisque le Vietnam est directement soumis à des revendications territoriales. Vous savez, en mer de Chine méridionale, on en parle souvent, de ces îlots. Et ça touche surtout les Philippines et le Vietnam. La Chine veut une présence s'emparer d'îlots qui sont considérés comme vietnamiens ou philippins. L'Indonésie est beaucoup moins touchée, donc elle est plus discrète. Elle a des échanges économiques importants également avec la Chine, d'autant plus qu'il y a une très forte communauté chinoise historiquement en Indonésie qui domine dans le secteur économique du pays. Donc l'Indonésie a des relations assez étroites avec la Chine, mais elle est aussi soumise à une certaine forme de pression chinoise et elle tente absolument, comme tous les pays de la région, de maintenir un équilibre. Ils ne veulent surtout pas avoir à choisir entre, par exemple, d'un côté la Chine ou les États-Unis, qui imposeraient tous les deux de choisir entre
entre les deux. La France, quand elle arrive dans ce genre de pays, de région, a un discours qui se veut non pas, comme on l'a dit parfois, d'équidistance entre la Chine d'un côté et la démocratie américaine de l'autre, même si parfois on peut s'interroger sur ce que deviennent les États-Unis aujourd'hui, mais la France essaye d'apporter une sorte d'analyse ou de voix différente qui se maintient entre les deux, entre d'un côté une Chine qui est qualifiée parfois d'agressive ou de trop agressive, et des États-Unis qui le sont, mais sur un autre niveau, qui est l'agressivité économique, et puis surtout des inquiétudes sur les capacités d'engagement avec l'administration de Donald Trump. Est-ce que vous diriez, Valérie Niquet, que ces visites du président de la République française font événement dans cette partie du monde, enfin dans les pays concernés en l'occurrence ? Oui, parce qu'en fait, ça n'est pas si souvent que les présidents français se rendent dans la région. Je crois que dans le cas de l'Indonésie, la dernière visite remontait à celle du président Hollande en 2016, si je ne me trompe pas, mais il est possible que je me trompe. En tout cas, c'est assez rare, c'est loin. Et là, c'est une tournée dans la région autour de l'Asie du Sud-Est qui est importante, qui dure tout de même longtemps. Et puis surtout, il y a encore une fois cette occasion donnée au dialogue Shangri-La, qui est le grand dialogue sur les questions de sécurité en Asie, qui a lieu tous les ans à Singapour. Et donc, où le président Macron est invité, donc l'Europe est mise à l'honneur, et le président Macron est invité à prononcer le discours inaugural. Donc tout ça, ce sont des opportunités pour faire passer une voix française pardon, à un moment où tout le monde s'interroge un peu sur la situation dans le monde et sur les équilibres qui se maintiennent ou pas. Donc je pense que c'est écouté, et ce sera écouté avec beaucoup d'attention. Merci Valérie Niquet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions stratégie en Asie pour la Fondation pour la recherche stratégique et co-auteur du livre que l'on va montrer dans un instant, l'Indo-Pacifique, nouveau centre du monde, coécrit avec Marianne Perron-Dose. C'est aux éditions Talendier. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Tokyo. Merci. Après 2 semaines de débat à l'Assemblée nationale, les députés s'apprêtent à voter les 2 propositions de loi sur la fin de vie. La première est relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs, l'autre relative au droit à l'aide à mourir. Le vote aura lieu cet après-midi. Bonjour Bruno Dalla Porta. Bonjour madame. Vous êtes médecin néphrologue et vous êtes par ailleurs docteur en éthique et spécialiste en philosophie appliquée en santé. Avec Farouja Hosseini qui est psychiatre et psychanalyste à l'hôpital Sainte-Anne, vous signez ce livre « Tuer des gens, tuer la terre ». Vous n'êtes pas pour cette loi. Cette loi vous met, je dirais peut-être même en colère, mais c'est à vous de me le dire. Vous avez suivi les débats. Qu'avez-vous pensé des débats de qualité, vous diriez ? En réalité, depuis 1 an et demi, oui, les débats sont remontés à la surface et donc on a quand même clarifié les arguments, on a discuté. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est qu'en fait, la discussion a eu lieu tout de même. Est-ce que, à vos yeux, les députés ont été suffisamment informés, Bruno Dalla Porta ? En fait, c'est un sujet extrêmement compliqué. Donc, on est dans un monde en grande désorientation et je considère que les députés ont du mal à s'orienter dans cette désorientation. Effectivement, le sujet est à la fois médical, éthique, il touche différents domaines. Avec Farouja Hosseini, vous êtes allé à la rencontre, hein, c'est ça, des députés ? Oui, on a même ce livre, on l'a même mis dans une grosse valise et on est parti à l'Assemblée pour le distribuer à tous les députés. Donc ils l'ont tous reçu dans leur boîte aux lettres et on a discuté effectivement au Sénat avec des politiques. Et oui. À quoi a ressemblé les échanges, les questions. Est-ce que vous avez eu des retours sur justement l'envoi de ce livre ? Qu'est-ce qui s'est passé entre les députés et vous ?
Et vos arguments? En fait, c'est que il y a ceux qui sont en fait, il n'y a pas trois camps. Il y a le camp des passéistes un peu conservateurs, Dieu est bon, la nature est bonne. Après, il y a le camp des libéraux, écolo, gauche et libéral. Moi, je suis plutôt gauche, libéral, écolo. Et puis, il y a le camp des valeurs du soin. En fait, les valeurs du soin, c'est également mon camp, puisque je suis c'est aussi médecin. Vous êtes médecin. Et en fait, ce sont des gens qui ont l'expérience des visages, des corps, de la souffrance, de l'accompagnement. C'est votre quotidien. C'est ça. Et en fait, on pensait que ça allait être les passéistes qui se lèvent, mais en fait, c'est surtout les professionnels compétents qui disent « Attendez, n'y allez pas ». C'est une dérive gravissime, en fait, pour une civilisation que de lever l'interdit de donner la mort. Parce qu'en fait, lorsqu'on lève l'interdit de donner la mort, le problème, ce sont les conséquences à long terme sur les vulnérabilités. L'enjeu est à long terme. Et donc, les médias, et les journalistes, les députés focalisent sur le court terme, sur les exceptions, sur les cas sensationnels, mais le problème est civilisationnel à long terme. Civilisationnel, vous dites. Oui. Vous employez ce mot très fort. Ben oui. Oui. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la proposition de loi telle qu'elle est rédigée à l'heure actuelle et telle qu'elle va être votée tout à l'heure cet après-midi? Oui, alors, est-ce que je peux faire un commentaire de 2-3 minutes? En réalité, le mot « aide à mourir » est un mot qui est un enfumage et qui embrouille tout le monde. Il y a d'abord, en fait, le choix des mots, c'est ça? Le choix des mots. Parce que tout le monde veut être aidé à mourir. C'est un terme qui passe très bien. 90% des gens sont favorables à ça. Mais en fait, c'est plus compliqué. Pour moi qui suis médecin, il y a 5 situations qui relient le médecin et la mort, ou l'acte médical et la mort. Oui. Et je prends un peu de temps pour vous expliquer le problème. Allez-y, vous êtes là pour ça. Premièrement, vous avez l'abstention. Je ne transfère pas un malade en réanimation de 90 ans au risque d'accélérer la mort, car je sais qu'il ne va pas supporter ces traitements. Deuxièmement, vous avez l'analgésie. Je peux prescrire des traitements sédatifs ou analgésiques puissants pour soulager une personne, par exemple, qui a des métastases osseuses, au risque d'accélérer la mort. Donc, 1, abstention, 2, analgésie, 3, limitation et arrêt de traitement, c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis en dialyse, je peux arrêter un traitement vital, inutile, disproportionné, au risque d'accélérer la mort. Quatrièmement, suicide assisté. Dans ce cas-là, on remet à la personne un poison qu'elle va elle-même absorber ou une perfusion qu'elle va déclencher. Cinquièmement, euthanasie. Dans ce cas-là, le médecin provoque délibérément la mort. Ce qu'il faut voir dans ce débat, c'est qu'il n'y a que des amalgames et des confusions. Et lesquels alors c'est qu'en fait, il y a un crescendo dans la gravité morale de ces actes. Abstention est moins grave que suicide assisté, qui est moins grave que euthanasie. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une rupture qualitative entre le 1, 2, 3, abstention, analgésie, arrêt de traitement, parce que dans ces cas-là, la personne meurt du fait de la maladie, elle meurt du fait des choses. Oui. Dans le cas 4 et 5, c'est suicide assisté, euthanasie, c'est l'humain qui fait quelque chose à l'humain, c'est l'humain qui provoque la mort. Et c'est radicalement différent en termes d'intégrité morale pour un humain. Un humain n'est pas... Et un médecin, c'est ça? Un humain. Si je vous mets devant vous une personne et que je vous demande de le mettre à mort à sa demande, vous allez avoir une inquiétude morale énorme, parce qu'en fait, c'est l'humain qui fait quelque chose, c'est pas la maladie. Par exemple, si j'arrête un traitement de dialyse, ça va prendre quelques heures, quelques jours, il y aura des paroles, c'est humain, des temporalités, un accompagnement, il y aura des mots, des pardons, des pleurs. Si par contre, je branche une seringue et que j'appuie sur le piston, je compte 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus personne. Et donc, pour revenir à votre question, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'aujourd'hui, on vote pour le 4, suicide assisté, avec exception du 5. Donc, on a franchi la limite. Donc, comme vous posez la question de ce que j'en pense, c'est qu'on a franchi la limite déjà. Et il faut voir qu'il n'y a que des amalgames et des confusions. Et quand on dit aide à mourir, les gens sont favorables parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, c'est déjà possible. En réalité, si vous faites un micro-trottoir, les gens vont vous dire « je suis pour l'aide à mourir parce que c'est insupportable de souffrir ». Or, le cas numéro 2 le prévoit depuis 20 ans. Ou alors, ils vont vous dire « je suis contre le pouvoir abusif des médecins ». C'est scandaleux l'acharnement thérapeutique. C'est le cas numéro 3, on appelle ça en médecine limitation et arrêt de traitement. Les médias se trompent souvent, les journalistes se trompent, les intellectuels se plantent, etc. Il n'y a que des confusions. Donc en fait déjà, quand vous me posez ce que j'en pense du 4 et du 5, je vous dis c'est une rupture anthropologique. On a fait tomber l'interdit de donner la mort sans même s'en rendre compte avec ce mot d'aide à mourir. Voilà. Donc un mensonge, vous employez ce mot, on ment sur les mots, sur les termes. En fait, vous voyez, il y a
un effondrement de l'univers symbolique. Aux États-Unis, la tricherie et le mensonge sont arrivés au pouvoir. On attaque l'univers symbolique. La science est démolie. Donc, il y a une démolition du langage actuellement dans notre société. Donc, ça fait partie de la démolition du langage. Oui. C'est un effondrement symbolique. C'est-à-dire que si aide à mourir, ça veut dire mise à mort d'autrui, à sa demande. Vous m'avez parlé des 5 cas. Les 3 premiers existent. Ça veut dire qu'on n'est pas assez informé, on n'est pas assez... que les lois aussi prévues ne sont pas assez bien appliquées. Il y a un problème de formation des médecins et comment dire, de connaissance des malades et des familles, c'est ça? Exactement. 2005, on a la plus belle loi de la planète, qui s'appelle la loi Leonetti. La plus belle loi, elle n'est pas enseignée, elle n'est pas transmise, les médecins ne la connaissent pas. Et donc, on décide de changer de loi en 2016, puis aujourd'hui. C'est un peu comme si vous aviez des règles du jeu dans un match, dans un jeu, et que vous changiez les règles parce que vous ne connaissez pas la loi. Donc oui, la médecine a affaire à un mea culpa. Beaucoup de personnes ne sont pas bien accompagnées. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les repères éthiques, philosophiques, chez les médecins, je veux dire. Parce qu'en fait, on a fait nos études avant 2005 et il y a eu très peu de formation. Donc en fait, oui, c'est ça. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est le 1, 2, 3 sur tout le territoire, c'est-à-dire donner des droits, non pas à mourir, mais donner des droits à vivre, estimés, en démocratie, considérés jusqu'au bout, avec des concertations avec les proches, etc. quoi. Donc, en fait... Donc pour vous, on fait quoi? On stoppe tout et on renforce la formation des médecins. C'est ça que vous proposeriez, vous? Ah, mais c'est évident. Pour moi, les valeurs du soin, de l'accompagnement, sont des valeurs de la démocratie, et ce n'est pas la mise à mort d'autrui à sa demande qui est une valeur. Donc, effectivement, c'est un problème de formation, de bonnes pratiques, etc. quoi. Là, aujourd'hui, on focalise sur l'exception. C'est-à-dire qu'on focalise sur l'exception et on pose une question très compliquée à une démocratie. Peut-on légiférer l'exception dans une démocratie pour une grande loi symbolique et universelle? Le problème, c'est est-ce qu'on maintient un universel ou pas? C'est ça la question. Et en réalité, les gens ne comprennent pas l'enjeu clairement qui est en train de se produire. Vous pensez que oui, l'opinion publique n'a pas saisi l'ampleur de cette loi et de ses conséquences, c'est ça? Parce que ça a été trop masqué? Non, parce que c'est un sujet extrêmement complexe en fait. Oui. C'est un sujet de philosophie morale et politique qui est extrêmement compliqué. Parce que si vous voulez, l'exception, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des exceptions. Moi, dans mon service, j'ai repris tous les cas de figure. Les 20 dernières années, on a eu 200 décès. Les 10 dernières années, on a eu 200 décès. Et en fait, il y a 1% de vraies demandes de mort qui résistent. La moitié d'entre elles cèdent parce qu'elles sont liées à des souffrances insupportables. Donc, on soulage, on hospitalise, on entoure, on estime. La douleur cède et la personne ne demande plus du tout à mourir. Et effectivement, il y a 0,5% de personnes qui demandent toujours à mourir. 0,5%. Donc, on focalise sur ces 0,5% en disant, est-ce qu'on protocolise tout ça, quoi? Et comment vous expliquez que les soignants comme vous, en face de ces cas, c'est votre quotidien, ne soient pas écoutés, entendus sur cette question, puisque c'est votre quotidien? Oui, alors je reprends votre remarque à l'envers. En fait, nous, c'est pas notre quotidien. Là, ce matin, j'ai eu 20 personnes en dialyse qui vont très mal. Personne ne demande une euthanasie. Et si vous venez à notre... Je sais. J'ai fait exprès de renverser. Mais si vous venez à notre staff jeudi ou la semaine prochaine, il n'y a aucune demande de mort. Les questions qui vont se poser, c'est il manque une infirmière, il n'y a plus de psychologue, quelles sont les bonnes pratiques, etc. C'est pas notre sujet. Donc la société fait un effet de loupe là-dessus sur l'euthanasie, alors que notre question, c'est plutôt... Et c'est pas votre réalité? Non, du tout. Mais bien sûr. Comment, dans ce que vous vivez, là où vous êtes, comment cette proposition de loi, les débats sont perçus entre soignants, et est-ce que les gens dont vous occupez, que vous essayez de soigner, que disent-ils? Ils sont inquiets? En fait, ils n'en parlent pas. Et les soignants, les professionnels de santé... Il y a ceux qui connaissent, ils sont rares, ce sont ceux qui sont en relation avec les conditions de la mort. Les gériatres, l'oncologie, la réanimation, ils ne sont pas nombreux. Mais par contre, le dermatologue, le cardiologue, le pneumologue, ils ne sont absolument pas au courant, ils sont désorientés comme les citoyens. Donc c'est ça le problème aussi, c'est que tant que les médecins ne seront pas orientés, comment voulez-vous que les citoyens s'y retrouvent, quoi? Et puis il y a la question du suicide, puisque effectivement... Cas numéro 4. Cas numéro 4, donc c'est le suicide assisté qui prévaut dans cette proposition de loi. Quid de la prévention, Bruno Dalla Porta, si la loi l'autorise? Eh bien, en fait, très bonne remarque. Il faut rappeler les chiffres. En 2022, c'est 9200 décès. C'est un peu plus de 24 personnes par jour qui se suicident en France. Voilà. Donc, en fait, bonne remarque.
année 2025, année de la santé mentale. C'est quand même un scandale qu'on fasse la promotion du suicide assisté la même année, quoi. Il y a une collision entre les deux registres. Très forte, ouais. Et effectivement. Donc là, c'est pareil. La promotion du suicide et la prévention du suicide vont rentrer dans des zones de chevauchement, quoi. D'ailleurs, je signale que des psychiatres et psychologues avaient écrit une tribune qui était parue, que le Figaro avait fait paraître. Plus de 600 psychiatres et psychologues s'alertaient sur les conséquences, justement, de cette question du suicide. En fait, avec Farouda Hosseini, on a été les premiers, il y a 2 ans, à faire une tribune qui s'appelait l'Appel des psys, publiée dans le Nouvel Obs, pour alerter. On a été des lanceurs d'alerte sur ce sujet-là. Et les personnes qui font des thèses sur le suicide assisté, oui. Par exemple Françoise Chastain, a montré qu'en Belgique, aux Pays-Bas, quand elle reprend tous les cas des suicides pour cause psychiatrique, ce qui n'est pas encore prévu dans la loi, mais qui viendra un jour ou l'autre, en réalité, ce sont des femmes jeunes qui demandent le suicide assisté, avec des dépressions, borderline, qui ont eu des abus sexuels dans l'enfance, des tentatives de suicide. Et elles montrent qu'en fait, c'est la même population que les personnes qui se suicident. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière moderne de suicider entouré dans un cadre médical. C'est la même population en termes d'épidémiologie. Alors ce matin, le rapporteur du texte, Olivier Falorni, était sur France Inter face à Claire Fourcade de la Société des soins palliatifs. Pour lui, le texte est un texte d'équilibre. Je vous propose de l'écouter et puis on revient ensemble. C'est un texte d'équilibre et d'ailleurs les débats l'ont montré. Certains m'ont reproché qu'il soit trop permissif, d'autres trop restrictif. Et c'est vrai que dans ma mission de rapporteur général, j'ai essayé de trouver cet équilibre-là, ce compromis. J'utilise le mot. Voilà, je pense qu'on a un texte qui repose sur une colonne vertébrale solide, qui était d'ailleurs celle du texte initial, sur des critères stricts, définis depuis longtemps maintenant, sur des bases connues. On parlera sans doute de la phase avancée, qui est une notion qui était déjà dans la loi Leonetti de 2005 et était déjà dans le Code de la santé publique. Donc non, je pense qu'on a un texte qui est solidement charpenté, juridiquement précis, et qui, je crois, sera opérant lorsque les parlementaires auront définitivement voté ce texte. Que pensez-vous, Bruno Dalla Porta, des propos de Olivier Falorni, qui est en faveur de ce texte? Je rappelle qu'il est rapporteur, il parle de texte d'équilibre. On évoquait tout à l'heure les mots, le choix des mots. Texte d'équilibre, compromis, texte qui repose sur une colonne vertébrale solide. Alors, texte d'équilibre et critères stricts. Donc 1, 2, 3, 4, il ouvre à 4 et 5. Donc je ne sais pas ce que veut dire équilibre, il a franchi la limite, c'est un problème philosophique, anthropologique. Donc équilibre, ça n'a pas de sens pour moi. Critères stricts, c'est pas possible de dire ça, c'est pas possible. Les critères, c'est... Il y a 5 critères. Voilà. Être français, résider en France. Voilà. Et le plus critique, c'est affection grave et incurable, avec pronostic vital engagé, en phase avancée ou terminale. Je vous donne un exemple. En fait, vous avez des centaines de milliers de personnes qui rentrent là-dedans et qui ne sont pas en fin de vie. Donc, il avait dit que ça soit une loi d'exception pour l'ultime recours, et il avait dit que les critères seront très stricts pour la fin de vie. C'est une loi pour la fin de vie. Pas du tout, c'est pas une loi pour la fin de vie. Je vous donne un exemple. Dans mon service, dans le service où je travaille, il faut dire ça comme ça, une personne de 20 ans qui aurait une drépanocytose, qui apprend qu'il va être mis en dialyse, qui est désespéré, qui se prend un immeuble sur la tête avec l'annonce diagnostique et qui est impulsif, en fait, il peut vivre 10, 20, 30 ans avec la dialyse ou la greffe. Il rentre exactement dans les critères. Il arrête les traitements, il y a droit. Il a des souffrances insupportables. Physique et psychologique. Oui, parce que s'il ne prend pas ses antalgiques et puis qu'il arrête les traitements, il aura ça. Et il a une maladie grave, incurable. Oui, l'insuffisance rénale terminale correspond à ça. En phase avancée, il n'y a aucun problème, ils rentrent dans la loi. Donc en fait, nous, on a 50 000 personnes en dialyse, ils rentrent tous dans la loi. Et ils ne sont pas en fin de vie. Donc quand il dit ces critères stricts de fin de vie, c'est complètement faux. C'est scandaleux de dire ça. Et deuxièmement, vous prenez la moitié des personnes qui ont des cancers rentrent dans cette catégorie. Toute maladie chronique sévère, insuffisance rénale respiratoire sévère, insuffisance rénale hépatique sévère, par contre je m'embrouille, toute la maladie chronique, en réalité, s'ils arrêtent des traitements, rentrent facilement là-dedans. Donc les critères sont extrêmement lâche, c'est pas de la fin de vie et c'est pas des critères stricts. Donc, alors la pas loi d'accord du tout. est votée cet après-midi, elle va aller après au Sénat. Sans grande surprise, elle devrait être votée, cette loi. C'est quoi la suite pour vous, Bruno Dalla Porta? On entend votre
opposition, votre colère à cette loi? Là, je ne sais pas, parce que le monde est tellement désorienté aujourd'hui. Ça participe de la désorientation du monde, et ça participe du fait qu'on ne maintient plus une loi symbolique et universelle. C'est comme si on me disait, on fait tomber la prohibition de l'inceste, et que je demande pourquoi. Parce qu'il y a des pères qui couchent avec leurs filles. Ok, d'accord, mais c'est une loi symbolique qui organise le monde pour le long terme. Donc là, moi, je suis face à une caverne dans laquelle il y a des illogismes communicationnels, une désorientation. C'est un marqueur d'effondrement de civilisation, en fait. C'est un même marqueur que tout ce qu'on voit en termes d'organisation. Et pourtant, je ne suis pas passéiste ni religieux. Je ne suis pas du tout là pour dire ça. Moi, je suis quelqu'un qui suis écolo, qui veut défendre les valeurs du soin comme valeur de la démocratie, comme valeur de demain. Je pense qu'il faut prendre soin de nous, des autres, des non-humains, de notre monde commun. Mais là, c'est en fait une pulsion de mort qui traverse l'Occident, qui atteint tous les institutions, le vivant, le sauvage, etc., qui se déploie, et un marqueur de plus qui arrive avec, très curieusement, les écolos et le PS et la gauche qui pensent que c'est un progrès, alors que l'euthanasie, le suicide assisté n'est pas un traitement innovant, c'est un marqueur de notre civilisation crépusculaire. C'est-à-dire que les valeurs du soin sont la fine pointe de l'humanité, les valeurs du soin ne se trouvent pas à la pointe d'une seringue. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Dalla Porta. C'est déjà fini pour Point de vue. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez co-signé avec Farrugia Ossini, Tuer les gens, tuer la terre, l'euthanasie et son angle mort, pour poursuivre ces réflexions autour de ce sujet majeur. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain midi pour une nouvelle émission de Point de vue. D'ici là, passez une très bonne journée sur Le Figaro TV. À bientôt.